Bon, la deuxième question, dans la littérature de recherche, on trouve diverses opinions sur la position des SOB dans le spectre idéologique et politique. Certains qualifient le groupe d'extrême gauche, d'autres d'ultra gauche. Certains évitent cette définition, tandis que d'anciens membres du groupe considèrent ces termes comme des clichés journalistiques. Donc, comment décrivez-vous l'idéologie et l'orientation politico-idéologique des SEB dans le contexte historique? Alors, tout dépend. Il y a des étapes, il y a un processus. Ce qui fait que ce n'est pas un groupe ultra-gauche convenu ou d'extrême-gauche convenu, c'est une des caractéristiques de SEB de remettre en question ses propres hypothèses. Il n'y a pas de choses figées. Donc, ça évolue. On peut dire que ça régresse parfois, mais ça évolue et ça reste un groupe vivant. Ça, c'est la première chose, qui a des traits très originaux. On va y revenir, je pense. Donc, je ne dis pas ces traits très originaux par rapport à l'extrême gauche ou à l'ultra gauche classique. Néanmoins, j'ai entendu dans un entretien que vous avez eu que la question extrême gauche, ultra gauche était balayée, c'est des clichés journalistiques. Non, il faut aussi pouvoir répondre. Sur le plan actuel, en 2024 en France, quand on parle de l'ultra-gauche, par exemple, c'est le ministre de l'Intérieur qui en parle. Et par là, il entend tous ceux qui sont violents et qui utilisent la violence contre l'ordre établi. SOB, c'est pas ça. C'est pas ça, heureusement. Bon. Néanmoins, alors, l'extrême gauche, oui, ils sortent de l'extrême gauche, ils sortent d'un parti trotskiste. Et les trotskistes, on peut les situer, en effet, à l'extrême gauche. Avec quelle définition? On dira que l'extrême gauche, c'est ceux qui se situent dans la contestation de la cité capitaliste et de la démocratie représentative, et qui sont à gauche des formations de gauche traditionnelles, réformistes ou radicales même, Parti communiste, LFI, les Verts, le Parti socialiste. C'est ça l'extrême gauche. Aujourd'hui, en 2024 en France, l'extrême gauche est essentiellement toujours des groupes trotskistes, qui ont toujours existé. Mais en mai 68, il y en a eu d'autres veines, avec d'autres circularités, notamment avec le maoïsme et la référence à la révolution culturelle chinoise. Ça, c'est l'extrême gauche, auquel on peut ajouter les libertaires, les anarchistes peut-être. L'ultra-gauche, historiquement, c'est tout à fait autre chose. L'ultra-gauche, elle a été attaquée par Lénine dans son livre La maladie infantile du communisme, le gauchisme. C'est un courant qui est né en Allemagne avec Rosa Luxembourg et les spartakistes, puis qui s'est autonomisé, radicalisé avec le communisme de conseil, Anton Pankow, et qui a été avec 4 points, je dirais, qui étaient figés. Alors, le point le plus vivant, qui rattache socialisme barbarie à l'ultra-gauche. C'est pour ça que dans mon livre, je parle parfois des scories ultra-gauche qui traînent dans le socialisme barbarie, surtout au début. C'est évidemment l'idée de toute critique de toute représentation et de toute représentation instituée et permanente. Un parlement, par exemple, ça n'a pas de sens, bon, même rénover, tout ça. Il faut d'autres institutions basées sur la démocratie des conseils et la démocratie directe et la gestion ouvrière. Bon. Et puis, dans l'ultra... Alors ça, c'est un trait qui rattache, le socialisme barbarie, notamment à ses débuts, à l'ultra-gauche conseilliste, de Pankow, de Gorter et d'autres. Mais dans l'ultra-gauche historique, ce que les historiens appellent l'ultra-gauche, il y a d'autres aspects. Un aspect antisyndical, par exemple, qui a existé un temps au début de Socialisme Barbarie, mais que Socialisme Barbarie a quitté. D'autre part, à Socialisme Barbarie, il y avait beaucoup d'enseignants qui pratiquaient le syndicalisme au sein de la Fédération de l'éducation nationale. Dans l'ultra-gauche historique d'avant-guerre, il y a le refus des luttes de libération nationale, l'incompréhension des phénomènes de décolonisation, ce qui n'est pas du tout le cas de Socialisme Barbarie, voir les articles sur la guerre d'Algérie de Jean-François Lyotard, par exemple. Et puis, il y a le refus de l'antifascisme dans l'ultra-gauche historique, très important, ce qui n'existe pas à Socialisme Barbarie. Beaucoup de membres de Socialisme Barbarie ont participé à un titre ou à un autre à la résistance, certains ont été déportés, etc. Donc, il y a des scories ultra-gauche qui vont, avec la modernisation, le phénomène d'auto-modernisation de SOB s'estomper de plus en plus. Il y a une origine d'extrême gauche, bon, voilà, mais tout cela, à mes yeux, est juste, extrême gauche, élément d'ultra-gauche, mais réducteur, parce que
ça fait fi du caractère un peu novateur de ce groupe, qui était vivant, qui remettait en question sans arrêt ses hypothèses, etc. Donc, merci. Donc pour moi, ce ne sont pas que des clichés journalistiques, cela dit, hein. Sauf au sens courant du mot du ministre de l'Intérieur qui dit voilà, c'est l'ultra-gauche dès qu'il y a une manifestation violente contre l'ordre établi avec une espèce de volonté de brutalisation et de rapport de force avec l'État, quelle que soit la réalité ambiante. D'accord. La troisième question. Pendant son existence, SEB est resté un groupe révolutionnaire pratiquement inconnu. Mais après sa dissolution, comme l'a noté Daniel Blanchard, il a acquis un statut légendaire et mythique. À quoi est due cette reconnaissance tardive et comment a-t-elle influencé la perception de SEB? Alors, la première perception dans des franges limitées mais actives, c'est dans la jeunesse, scolarisée et étudiante en particulier, de mai 68. Les écrits de Socialiste Barbarie circulaient à Nanterre, à l'université de Nanterre, qui a été la première université avec Cohn-Bendit, Jean-Pierre Duteuil, puis après avec la fondation du 22 mars, à se mettre en branle avant l'ensemble des universités françaises. Donc là, il y avait une réelle influence, et avec des textes qui circulaient sur des cercles restreints, mais qui sont devenus très actifs. Cohn-Bendit, à l'époque, est devenu un des porte-parole de la contestation étudiante. Ensuite, ça c'est le premier moment où il y a une sortie vraiment du désert de SUB, de son isolement, une influence intellectuelle, je dirais, intellectuelle, politique un peu aussi, bien sûr, sur des gens qui sont dans une auto-activité, qui vont faire des choses, qui vont changer des rapports de force, qui vont faire partie de la contestation de mai 68. Ensuite, il y a un côté mythique, pourquoi ? Parce que on parle du groupe, beaucoup de gens parlent du groupe sans le connaître. Ils n'ont pas lu ces textes. Et pourquoi ils n'ont pas lu ces textes ? Parce que ces textes sont, sauf à Nanterre, où il y avait des libertaires qui avaient ces textes, sont introuvables. Les textes de Socialiste Barbarie vont être édités plus tard par Claude Lefort, d'abord, dans son livre Éléments pour une critique de la bureaucratie, puis par Castoriadis en livre de poche, collection 10-18, de l'ensemble de ses écrits politiques. Et ça, beaucoup plus tard. Donc, si vous voulez, c'est en ce sens que c'est mythique. Parce que moi, j'ai été, par exemple, présenter les thèses de Socialiste Barbarie sur l'île de Korčula avec les étudiants de la revue Praxis, qui contestaient l'autogestion partielle en Yougoslavie, et qui organisaient tous les ans un colloque réunissant des intellectuels de l'Est et de l'Ouest, et qui m'ont demandé de présenter les thèses de Socialiste Barbarie. Ils n'avaient que très peu de numéros, ils ne connaissaient pas vraiment. Et je suis tombé sur un grand sociologue français de l'époque, sociologue du roman, mais pas que, Lucien Goldman, qui m'a dit, écoutez, moi, ce que vous racontez, je ne comprends pas, parce que vous vous référez à ça, je ne trouve pas ces articles. Lefort et Castoriadis n'avaient pas encore réédité leur livre. Donc il y avait un côté mythique, parce que on parlait d'idées générales, mais approximatives, forcément, puisqu'il n'y avait pas les textes. On ne les trouvait plus. Les collections de Socialiste Barbarie étaient dans quelques greniers, chez Petit, chez Signorelli, mais ça se diffusait nulle part. Hein. Ensuite, il y a une troisième reconnaissance, c'est au moment de l'effet Goulag. C'est-à-dire quand Solzhenitsyn a été publié en français, l'un des anciens de Socialiste Barbarie, Claude Lefort, a publié Un homme en trop, un livre sur Solzhenitsyn, et du coup, là, il y a une reconnaissance tardive et partielle et partiale de Socialiste Barbarie comme critique du stalinisme, de la bureaucratie et du totalitarisme, hein, terme que Lefort avait introduit le premier dans Socialiste Barbarie. Sauf que c'est une reconnaissance totalement mythifiée aussi, parce qu'elle est partielle. Pourquoi elle est partielle ? Parce qu'elle oublie que Socialiste Barbarie faisait une critique tout aussi radicale du capitalisme occidental. Et le rôle des nouveaux philosophes à cette époque par rapport à la compréhension ou la mécompréhension de Socialisme Barbarie? Les nouveaux philosophes vont dire des choses, mais à mon avis moins cohérentes que Socialisme Barbarie,
et c'est eux qui vont rafler la mise médiatique, si tu veux. Mais Lefort, quand même, à ce moment-là, est reconnu. Il est déjà universitaire, il est connu dans les milieux universitaires, et c'est vrai que son livre renvoie évidemment à ses propres écrits dans Socialisme ou Barbarie, et plus largement à Socialisme ou Barbarie. Mais sur un mode scindé. C'est la critique du totalitarisme en Union soviétique, du stalinisme, mais ce n'est pas la critique du capitalisme occidental. Les nouveaux philosophes, eux, ils vont aboutir à l'idée que la remise en question du totalitarisme oblige à une remise en question de toute perspective révolutionnaire. Et finalement, ils vont devenir, d'une certaine façon, des néolibéraux, enfin, ou des libéraux en politique, hein, ce qui n'est pas une injure au passage. Bon. Ce qui ne sera pas le cas de Socialisme Barbarie, même en tout cas de Castoriadis, et beaucoup plus tardivement de Lefort, dans une forme beaucoup plus audacieuse et renouvelée du libéralisme politique. Donc, merci. En 2024, de nombreuses monographies et articles sur l'histoire de SEB ont été publiés dans différentes langues, explorant divers aspects de l'histoire du groupe et utilisant des approches de recherche variées. Comment peut-on expliquer l'évolution de l'intérêt pour ce sujet dans les cercles académiques et comment cet intérêt a-t-il évolué au fil du temps? C'est une question difficile auquel, là, je dis joker, je ne sais pas vraiment répondre. Pourquoi, aujourd'hui, il y a à nouveau un intérêt académique, comme vous le dites, de recherche sur Socialisme Barbarie. Mais c'est vrai que, et quelque part, j'y ai participé, il y a des livres qui sortent, qui sont intéressants. J'ai trouvé le livre d'Andrea Gabler, par exemple, une Allemande, mais on trouve son livre aussi en anglais, sur Socialisme Barbarie, fort intéressant. Voilà. Alors, j'ai un copain qui m'a envoyé avant-hier un livre qui va sortir cet hiver sur Socialisme ou Barbarie, c'est Frédéric Thomas. Donc, il y a des livres qui sortent à nouveau, et pas seulement dans les cercles académiques. Alors, juste une petite digression qui est une réponse de biais à votre question, mais qui est intéressante. Je vois que, par exemple, sur l'idée de la contradiction fondamentale que Socialisme Barbarie mettait en avant dans le travail et la production, sur le fait que les travailleurs tendent à être réduits à un rôle d'exécution pour l'essentiel par le système capitaliste et bureaucratique, et qu'en même temps il a besoin d'une autonomie de ces travailleurs pour pouvoir fonctionner et avoir de bons gains de productivité. Cette idée centrale sur le travail et la production, et sur la crise du travail et de la production de la Socialisme Barbarie, aujourd'hui est retravaillée d'une façon non pas académique, mais en tout cas par les gens des sciences humaines sur le travail. Je pense au psychanalyste et au psychosociologue du travail Christophe Desjours, dans Souffrance au travail. Je pense à Yvan Clos et à 3-4 autres chercheurs de sciences humaines sur le travail, actuels en France. Et à Thomas Coutreau, qui a synthétisé tout ça. Thomas Coutreau n'est pas tout à fait n'importe qui. Il a été auprès du ministère du Travail pendant 20 ans le directeur des recherches et des productions annuelles sur les conditions de travail en France et en Europe. Et c'est lui qui synthétisait tout ça. Il publie des livres, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « coup de chapeau à Socialisme Barbarie », qu'il cite explicitement, parce que, alors, il n'utilise pas les mêmes termes. Oui, il y a toujours dans notre société, pourtant post-fordiste et post-usinière, et de services, plus que de manufacture, il y a toujours ce conflit latent entre ce qu'il appelle le travail prescrit et le travail vivant concret, qui, face aux aléas, aux imprévus, montre une autonomie, même si elle est limitée, fragmentaire, contrôlée par le management aujourd'hui, qui a remplacé la bureaucratie. Et ça pourrait donner un pouvoir d'agir aux travailleurs, et ça donne l'idée que Thomas Coutreau développe lui-même d'une démocratisation radicale des rapports sociaux et d'un espèce de socialisme d'autogestion, mais pas la yougoslave, avec en tout cas un changement radical des rapports de pouvoir dans l'entreprise, au-delà de la cogestion à l'allemande, par exemple. Et ça, je trouve que ça fait partie des recherches
des recherches très intéressantes sur l'actualité de Socialisme Barbare.